en effet, dans un deuxième temps, on va aborder en effet savoir ce que l'on reprend, donc les différents schémas de reprise, comment s'intégrer dans une reprise d'entreprise, et puis enfin les défis qui attendent le repreneur d'entreprise. Voilà. Alors, on va attaquer tout de suite dans le dur. Quelles sont les opportunités et les intérêts qu'il peut y avoir à la reprise par rapport à la création, et aussi quels sont les risques? Alors, en termes d'intérêt, évidemment, tout d'abord, un démarrage plus rapide. Le gros intérêt de reprendre une entreprise plutôt que d'en créer une, évidemment, c'est qu'on part de quelque chose qui est existant. Ça veut dire qu'on a des équipes qui sont déjà en place, qui sont a priori formées. On a aussi une base de clients, de fournisseurs qui sont déjà en place. On a un outil de production, la majeure partie du temps, qui va être un outil de production qui va être adapté. Des processus existants, la marque et la notoriété de l'entreprise sont déjà établies. Et tout ça, ça veut dire aussi que ça va nous faciliter évidemment le démarrage de l'entreprise, parce que en quelque sorte, c'est pas un démarrage, mais c'est juste une continuité. Et surtout aussi, l'intérêt que peut y voir le repreneur ou le porteur de projet, c'est que ça peut générer une source de revenus et donc une capacité à se rémunérer beaucoup plus rapide que dans le cadre d'une création d'entreprise. On le sait, quand on crée une entreprise, souvent ça peut prendre quelques mois avant de pouvoir se rémunérer convenablement. On a beaucoup plus de visibilité, évidemment, quand on va reprendre une entreprise plutôt que quand on va en créer une. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est la partie démarrage plus rapide qui est quand même loin d'être neutre dans le choix. Deuxième avantage qu'il pourrait y avoir, l'identification plus facile et donc plus rapide des opportunités de croissance. On va prendre un exemple. Si vous faites l'acquisition d'une entreprise qui fabrique des bâches, par exemple, vous allez plus facilement identifier et rapidement des possibilités de développement, de nouveaux marchés vers les industriels, par exemple, ou les particuliers. Ça va vous permettre beaucoup plus facilement que lors d'une création d'entreprise de pouvoir vous positionner par rapport aux concurrents. Donc, on va gagner un temps relativement important par rapport à la création d'entreprise. Et de la même façon, forcément, la conséquence, c'est que l'activité existante va vous permettre de vous diversifier avec beaucoup plus de sérénité que dans le cadre d'une création d'entreprise où on tâtonne et puis où sur chaque piste de développement, chaque stratégie, on va se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? Dans le cas de la reprise, on a un existant et donc on part d'une colonne vertébrale, c'est quand même plus facile. Et évidemment, on n'a pas besoin de temps pour poser les bases puisque les bases sont déjà posées. Le troisième point, la capitalisation sur vos connaissances, vos compétences, votre réseau et aussi celle de l'équipe actuelle. Donc on comprend bien en effet que quand on crée une entreprise, c'est vrai qu'on va partir avec le projet qu'on a dans la tête, tel qu'on le voit, mais qu'est-ce qu'attendent les clients? Même si on a fait une étude de marché, a priori, on n'est jamais quand même totalement sûr. En revanche, quand on reprend une entreprise, là aussi, il y a de l'existant. Ça veut dire que vous, en fonction de vos compétences, de vos connaissances, vous allez pouvoir apporter quelque chose de nouveau à l'entreprise que vous êtes en train de reprendre par rapport aux cédants. Et puis de la même façon, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'équipe actuelle, donc les collaborateurs actuels. Donc là aussi, ça va permettre normalement de pouvoir se développer de manière beaucoup plus facile et sereine. Et puis enfin, dernier point, ou en tout cas un autre point qui peut être significatif, des perspectives qui sont plus claires pour les financeurs. Euh, Évidemment, là aussi, on part d'une situation existante. Alors, on a parmi nous aujourd'hui un représentant d'Initiative Réunion, et on avait aussi quelqu'un de France Active qui devait participer. Donc, forcément, je leur fais un petit coucou, on travaille avec eux, mais parce que là aussi, sur la reprise, on va avoir un énorme avantage, c'est que l'entreprise étant déjà en ordre de marche, on a déjà une rentabilité, on a déjà des résultats, et donc ça va forcément, euh, on va dire, tranquilliser, ou en tout cas, ça va être des points positifs pour des financeurs. Plutôt que de partir là aussi complètement à l'inconnu sur des prévisions dont on n'a aucune certitude, là, on va partir de quelque chose d'existant. Alors forcément avec la patte du repreneur, hein, c'est-à-dire que quand il va devoir faire financer la reprise de son entreprise, il va avoir une nouvelle stratégie, il va avoir une nouvelle politique, peut-être des embauches. Donc, il y a certains paramètres qui vont changer. Ceci dit, là aussi, on a quand même une colonne vertébrale qui existe et donc qui peut rassurer les financeurs, les financiers d'une manière générale. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a des dispositifs qui sont propres à la reprise d'entreprise. Donc, on aura l'occasion certainement d'en parler lors
d'un autre webinaire en fonction de ce que vous souhaitez, mais qui sera plus propre à la partie financement. Mais il y a des dispositifs, je pense notamment à Initiative Réunion, évidemment, qui a des dispositifs propres à la reprise qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la création d'entreprise. Donc ça fait partie des points en effet qui font que bah, on va prendre un temps, on va gagner du temps lorsqu'on va reprendre une entreprise par rapport au fait de créer une entreprise. À l'inverse, forcément, c'est pas gagné à tous les coups et c'est pas facile. Peut-être la première difficulté, ça va être celle d'évaluer l'investissement à financer. Alors, pourquoi difficulté à évaluer l'investissement à financer? Parce que si vous reprenez une entreprise qui coûte, je dis n'importe quoi, 500 000 euros, c'est certainement pas 500 000 euros qu'il faut financer. Tout simplement parce que vous avez une différence déjà entre le prix et la valeur de l'entreprise. Donc, la personne qui aura valorisé l'entreprise va déterminer une valeur. Le prix, ensuite, c'est le fruit de la négociation avec le cédant qui peut dépendre de tas de facteurs et on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis surtout parce que entre le prix d'acquisition et le coût de l'opération, il peut y avoir des différences significatives. Imaginons que dans le cadre de la reprise d'entreprise, vous souhaitiez développer une nouvelle activité. Ça veut dire qu'il va falloir éventuellement acheter du stock de marchandises, il va falloir éventuellement embaucher, il va falloir éventuellement investir dans de nouvelles machines. Donc tout ça, c'est un coût qui va venir se rajouter au coût de l'opération. Enfin, en tout cas, au prix de vente de départ. Donc c'est évidemment des facteurs qu'il va falloir prendre en considération pour bien boucler le plan de financement. Euh, et puis, vous avez aussi d'autres coûts, évidemment, hein, les coûts qui sont liés à l'acquisition, les coûts liés au conseil, les droits d'enregistrement, donc bref, tous les coûts, on va dire, indirects qui sont liés à l'opération. Donc ça veut dire que ça peut être une vraie difficulté, en effet, c'est d'être sûr qu'on a bien appréhendé la totalité du coût de l'opération. Euh, C'est-à-dire que, encore une fois, si on part du principe une entreprise vaut 500 000 euros et que vous amenez 20%, bah, vous amenez 100 000 euros. Il faut être sûr, en effet, qu'on a bien évalué la totalité de l'opération pour ne pas se retrouver en difficulté dès les premiers mois, parce qu'on n'arrive pas à financer le développement, on n'a plus de sous pour financer le stock, on n'a plus de sous pour développer l'activité, ainsi de suite. Donc ça peut être une des problématiques. Une autre problématique, évidemment, qui vient à l'esprit, c'est celle qui est liée à la transition. On pense naturellement au rôle de l'homme clé. Alors c'est particulièrement vrai dans des TPE et des PME, notamment à La Réunion, on le sait, hein. Ça veut dire que c'est un facteur qui est vraiment à considérer si demain on doit racheter une entreprise, c'est de se dire en effet quel est le rôle du cédant et de l'ancien dirigeant dans cette entreprise. Est-ce que c'est un homme clé? Est-ce qu'il est vraiment indispensable? Ou est-ce qu'au contraire, il est parti faire du golf déjà depuis 2 ans ou à la pêche, peu importe. Et dans ce cas-là, à la limite, tant mieux, ça veut dire qu'il n'est pas indispensable. Ça veut dire qu'en termes de transition, en tout cas par rapport aux dirigeants, il y a moins de risques. Les autres risques qu'il peut y avoir, qui sont toujours en lien avec la transition, c'est ceux de la culture d'entreprise, hein, les valeurs portées par l'ancien management, donc par l'ancien dirigeant. Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Et donc, est-ce que vous allez pouvoir vous intégrer par rapport à ça? Et est-ce qu'il n'y aura pas de conflit avec les collaborateurs historiques de l'entreprise? Et puis, de la même façon, les relations avec les partenaires, que ce soit internes, externes, clients, fournisseurs. Donc, il y a forcément des risques par rapport à ça. Donc, il convient, en tout cas, dans l'étude de l'entreprise, de bien faire le tour des risques qu'il peut y avoir par rapport à une transition. D'un point de vue juridique aussi, c'est le troisième point. Il peut y avoir certains risques à bien considérer. Évidemment, on y pense souvent, mais c'est certainement une des premières choses qu'il faut regarder. Quelles sont les conditions du bail commercial? Est-ce que le bail commercial va pas arriver bientôt à échéance? Et quelles sont les conditions de renouvellement? Donc ça, c'est un des points majeurs, à mon sens, d'un point de vue juridique, en tout cas, pour que le repreneur soit sûr, en effet, qu'il ne va pas acquérir une entreprise sur laquelle il risque d'y avoir des problèmes de continuité dans les prochaines semaines. Les contrats d'assurance, forcément. Les obligations fiscales, parce que ça peut avoir un impact aussi pour le repreneur. Et puis, tout bêtement, le respect de la convention collective. D'accord? Donc, pour la petite histoire, il y a quelques années, j'avais travaillé avec quelqu'un qui avait repris une entreprise
pour laquelle la convention collective n'était pas du tout respectée. Et puis elle s'en est rendue compte quelques mois après. Et donc forcément, l'impact financier a été relativement important puisqu'il a fallu qu'elle se mette à jour par rapport à la convention collective. Et donc forcément, c'est un coût qui n'était pas forcément prévu. Voilà. Et puis dernier point, forcément, bonne appréciation de la santé financière de l'entreprise. Donc, il y a une nécessité de réaliser un audit détaillé. Donc, soit on le fait en interne, soit on fait appel à un conseil, peu importe. Mais l'idée, encore une fois, c'est quand même d'aller fouiller dans l'entreprise pour être sûr de ce qu'on achète. On va voir tout à l'heure le schéma. Mais en tout cas, donc réaliser un audit qui soit suffisamment détaillé pour être sûr qu'il n'y ait rien sous les tapis. Identifier, par exemple, si vous avez une baisse de l'activité sur les dernières années, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est un problème de désengagement du cédant? Est-ce que c'est un problème de concurrence qui est de plus en plus féroce? Est-ce que c'est un problème d'environnement juridique? Peu importe, mais en tout état de cause, pour le repreneur, c'est évidemment un point qui est très important à considérer. Sur la partie financière aussi, on va parler tout à l'heure de périmètre d'acquisition, mais notamment si on fait l'acquisition des titres, on y reviendra tout à l'heure, mais ça veut dire qu'on acquiert aussi l'endettement de l'entreprise, en quelque sorte. Donc, on pense notamment actuellement au PGE, hein, le fameux prêt garanti par l'État, donc qui peut avoir un impact. Si vous avez aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent se reconvertir, donc ils cèdent leur entreprise. Sauf que ces entreprises sont potentiellement endettées avec des PGE. Donc ça veut dire que si on acquiert les titres, et on va y revenir tout à l'heure, bah, c'est un point sur lequel il faut être très vigilant parce que ça risque de peser dans la trésorerie de l'entreprise dans les mois, voire dans les années à venir. Ça veut dire que pour toutes ces contraintes-là, encore une fois, il y a quand même moyen de se prémunir, hein, de se préserver. On abordera rapidement tout à l'heure la fameuse garantie d'actifs et de passifs, mais schématiquement, qui est un contrat qui va permettre à l'acquéreur de se prémunir contre du passif qui aurait été inconnu ou mal chiffré lors de la reprise, et à l'inverse, peut-être des actifs qui auraient été surévalués. Donc, c'est absolument indispensable et on y reviendra tout à l'heure quand on acquiert les titres. Donc, on le voit bien, schématiquement, reprendre une entreprise plutôt qu'en créer une, il y a quand même des gros avantages. Ça permet en effet d'avoir déjà un- un véhicule qui fonctionne. Et donc ça permet d'aller plus vite, ça permet de se développer de manière plus sereine. Mais à l'inverse, il y a quand même quelques points de vigilance sur lesquels bah, il faut faire attention et puis en tout cas s'entourer et se faire conseiller pour pas investir n'importe comment. Alors, on a commencé à l'aborder tout à l'heure. Le deuxième point, c'est savoir ce que l'on reprend et donc les schémas de reprise. Schématiquement, on a trois schémas de reprise. Alors, il y en a deux dont on parle fréquemment. C'est l'acquisition du fonds de commerce, l'acquisition de titres, et puis un peut-être un peu moins la location-gérance, mais ça reste une opportunité, hein, ça reste une possibilité. Donc, je vais en parler rapidement, mais encore une fois, c'est très spécifique. Le système de la location-gérance, comment ça fonctionne? Donc c'est un système, un mécanisme qui permet à un propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal de confier à une personne, donc le locataire gérant, donc en l'occurrence le repreneur, hein, c'est vous, le droit d'exploiter librement le fonds à ses risques et périls, moyennant une redevance. Donc c'est particulièrement fréquent dans le domaine du commerce, on en trouve pas mal, notamment dans les restaurants, dans les choses comme ça. Euh, alors, quel peut être le risque pour le locataire? Parce qu'aujourd'hui, on se positionne pour le webinaire aujourd'hui du côté du repreneur. Le risque pour le repreneur, bah, c'est que si, en effet, ce contrat de location-gérance est un premier pas vers une reprise définitive de l'entreprise, si vous contribuez fortement à développer l'entreprise avant de la reprendre d'ici 1 ou 2 ou 3 ans, vous allez contribuer à la prise de valeur du fonds, d'accord? Que vous allez racheter dans 2 ou 3 ans. Donc, grosso modo, vous allez aujourd'hui utiliser votre huile de coude et votre transpiration pour faire prendre de la valeur à un fonds que vous allez acquérir dans 2 ans. Donc, évidemment, il faut bien faire attention à ça. Ça veut dire qu'il faut bien boucler le contrat de location-gérance pour voir dans quelles conditions vous allez pouvoir racheter l'entreprise, racheter le fonds, d'accord, à l'issue du contrat de location. À l'inverse, c'est rapidement le risque pour le cédant. Il est inverse, c'est que si le locataire gérant ne fait pas le job, bah, ça va dévaluer le fonds de commerce et donc ça peut être une mauvaise option.
Alors, le choix de la location-gérance peut être une bonne opportunité pour un repreneur, parfois, parce que c'est vrai que ça permet dans un premier temps de voir comment ça se passe, d'accord? Mais encore une fois, il peut y avoir des risques, donc ça suppose quand même de bien boucler au niveau juridique et puis de savoir avec qui on va contracter ce contrat. Alors, on va passer ensuite aux deux autres schémas de reprise qui sont les plus courants. Euh, Acquisition de fonds de commerce, acquisition de titres. Donc là, c'est un véritable choix que vous avez. Alors, dans la mesure où le cédant vous donne le choix, hein, quelquefois, vous avez des cédants qui vont vous dire, moi, je vends le fonds de commerce ou je vends les titres. Mais en tout état de cause, ça veut dire que en tant que repreneur, on doit vraiment se poser la question. euh, Est-ce qu'on est plutôt favorable à faire l'acquisition d'un fonds de commerce ou on est plutôt favorable à faire l'acquisition de titres? Et vous allez voir que le périmètre est complètement différent, l'engagement est complètement différent et le risque est complètement différent. Schématiquement, si on compare par rapport à l'acquisition d'une voiture, par exemple, si on acquiert le fonds de commerce, c'est comme si on ne faisait l'acquisition que du moteur. Dans le cas de l'entreprise, ça veut dire qu'on va faire l'acquisition de la clientèle, on va faire l'acquisition donc du nom commercial, de l'enseigne, du site internet, des principaux contrats, donc les contrats commerciaux, le bail, le contrat de travail. J'en profite juste pour dire et pour être très clair là-dessus, quel que soit le schéma d'acquisition, de toute façon, par défaut, on reprend les contrats de travail. D'accord? Dans le cas de l'acquisition du fonds de commerce, on va aussi acheter le matériel nécessaire à l'exploitation. Donc concrètement, vous l'avez compris, quand on fait l'acquisition du fonds de commerce, en gros, on va faire l'acquisition de tout ce qui permet de faire tourner l'entreprise. Donc le matériel, le nom, le personnel, le bail, et voilà. Et la notoriété. La plupart du temps, on va y ajouter le stock, hein, si c'est une entreprise de négoce ou de transformation, même si au sens strict, ça ne fait pas partie du fonds de commerce, mais dans la plupart des transactions, évidemment, on va rajouter le stock de marchandises. Ça, c'est la première solution, c'est l'acquisition du fonds de commerce. En quelque sorte, c'est la moins risquée. La deuxième solution consiste à faire l'acquisition des titres. Alors, quand on fait l'acquisition des titres, donc concrètement pour une SAS, ça veut dire acheter des actions. Quand on est en SARL, ça veut dire acheter les parts sociales. On achète quoi? On achète le fonds de commerce, donc tout ce qu'on a vu précédemment, mais aussi l'ensemble des créances et des dettes identifiées ou non. Alors ça, c'est important, évidemment, on va y revenir dans un instant, mais ça veut dire que là, concrètement, on se substitue véritablement aux anciens ou à l'ancien associé de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on reprend la totalité de l'entreprise. D'accord? Voilà. La presque totalité, on va voir dans un instant qu'il y a juste une petite exclusion, mais la quasi-totalité de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si une entreprise a un endettement vis-à-vis de la banque au titre du PGE ou d'un autre emprunt à hauteur de 200 000 euros, si vous reprenez les titres de cette entreprise, ben, vous aurez à supporter dans l'entreprise toujours les 200 000 euros de dette vis-à-vis de la banque. Ce qui n'est pas du tout le cas si on fait l'acquisition du fonds de commerce. À l'inverse, évidemment, si vous avez une trésorerie positive de, je dis n'importe quoi, 150 000 euros sur le compte, si vous reprenez le fonds de commerce, vous ne reprenez pas la trésorerie. Si vous reprenez les titres, en revanche, vous reprenez tout ce qui va avec, y compris la trésorerie positive. Voilà. Alors, à partir du moment où on va faire l'acquisition des titres, on l'a bien compris, comme on va acquérir tout ce qu'il y a à l'actif, donc les créances, si les clients nous doivent de l'argent, ils vont nous payer ensuite, donc ils vont payer l'entreprise après la reprise, donc c'est bien pour nous quelque part, mais on va devoir aussi faire face aux dettes. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'on se prémunisse, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, d'avoir la quasi-certitude de l'état de l'entreprise le jour où on la rachète. En clair, il faut prévoir à tout prix ce qu'on appelle donc une garantie d'actifs et de passifs, d'accord? Donc qui est un contrat, hein, ou souvent une annexe au contrat de cession. Alors ça peut être dans le contrat de cession ou c'est une annexe, mais peu importe, qui dit ben, au jour où je rachète l'entreprise, j'ai la connaissance que l'entreprise a ça comme dette, ça comme créance vis-à-vis de la banque, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des clients, peu importe. J'insiste là-dessus, et je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons une entreprise dont on rachète les titres aujourd'hui. Quelques mois avant, il y a un collaborateur qui est parti de l'entreprise et puis il lui prend l'idée pour X raison, qu'il ait tort ou raison, peu importe,
d'attaquer l'entreprise au prud'homme parce qu'il a fait des heures supplémentaires et qu'il n'a pas été rémunéré. Si vous achetez les titres et si vous n'avez pas prévu de garantie d'actifs et de passifs, bah, si l'entreprise perd au prud'homme, c'est pour vous. D'où l'intérêt, encore une fois, de prévoir une garantie d'actifs et de passifs qui va dire, bah, en effet, moi, ce que j'achète aujourd'hui, il n'y a pas de prud'homme. Si il y a des dettes prud'homales qui apparaissent après la cession et qui sont en lien avec une période avant la cession, en tant que repreneur, je ne veux pas être responsable et on ira chercher la responsabilité et donc les sous du cédant. Alors, dans la vraie vie, pour aller chercher les sous, après, il y a des tas de méthodes possibles. Soit on va séquestrer une partie du prix de la vente et on va la libérer au fur et à mesure, soit on va demander une caution au cédant, soit ça sera un engagement moral. Tout va dépendre de la situation financière de l'entreprise. En tout état de cause, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans le cadre d'une reprise d'entreprise, une acquisition de titres est beaucoup plus risquée, beaucoup plus engageante pour le repreneur qu'une reprise juste du fonds de commerce, où on va prendre uniquement, encore une fois, l'outil de travail. Dernier point que je voulais aborder, mais vraiment très rapidement, le transfert des cautionnements qui est non automatique, mais c'est un point qui est significatif. Imaginons que vous repreniez une entreprise, que vous repreniez les titres d'une entreprise pour lequel le cédant s'était porté caution vis-à-vis de la banque. Le jour où vous allez reprendre l'entreprise, la caution ne va pas être transférée automatiquement sur vous. D'accord? Vous êtes en droit de demander à la banque, évidemment, de transférer la caution sur votre personne. En revanche, la banque a aussi le droit de refuser le transfert de cette caution. Ça veut dire que ça peut être une problématique majeure si vous avez un cédant qui avait une bonne surface patrimoniale et qui s'est porté caution de manière assez généreuse avec la banque. Si vous reprenez l'entreprise et que vous, en revanche, vous avez peut-être moins de patrimoine, ça peut poser problème lors de la reprise. Donc ça veut dire que c'est un des critères aussi qu'il va falloir rapidement poser euh, au cédant, est-ce qu'il y a des cautions en cours et commencer à anticiper. Ça peut faire très clairement capoter une vente, hein. Donc voilà, donc ça c'est un critère qui est important. Et puis je vais juste terminer sur une fausse croyance, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais la trésorerie, qu'elle soit positive ou négative, quand on rachète les titres, on rachète tout ce qu'il y a, donc s'il y a un découvert bancaire, tant pis, entre guillemets, s'il y a de la trésorerie positive, tant mieux, mais on a une espèce de fausse croyance, et on l'a encore eu la semaine dernière avec un des candidats à la vente de son entreprise qui nous dit, oui, mais il y a beaucoup de trésorerie sur l'entreprise, est-ce que je repars avec? Ben non, vous repartez pas avec, si vous vendez les titres, la trésorerie reste de l'entreprise. Alors, à charge pour vous de faire une distribution de dividendes avant si vous voulez, mais en tout état de cause, la trésorerie qui sert à faire fonctionner l'entreprise, elle est là. Et tant mieux pour l'acquéreur. Et évidemment, ça va rentrer en ligne de compte dans la valorisation de l'entreprise. Donc, ce n'est pas non plus un don qu'on fait au repreneur, c'est juste que ça va rentrer dans la valorisation. Donc voilà, donc schématiquement, si on exclut la location-gérance, on va avoir deux grandes possibilités, fonds de commerce et titres. D'une manière très générale, sur les petites affaires, on aura plutôt tendance à privilégier l'acquisition de fonds de commerce parce que c'est moins risqué, on l'a compris. C'est souvent le cas aussi pour les entreprises qui sont plus en B2C. Et puis sur les plus grosses affaires, en règle générale, on aura plutôt tendance à partir sur des acquisitions de titres parce que ça permet de reprendre l'ensemble des engagements de l'entreprise. Voilà, donc ça veut dire que ça, il faut bien faire attention de quoi on parle quand on pense à reprendre une entreprise. Voilà. On va passer à la troisième partie. La troisième partie, donc, qui concerne les défis à relever par le repreneur d'entreprise. Le premier défi, bien définir et préparer son projet. Ça me paraît important. Encore une fois, on le voit, nous, depuis qu'on rencontre des candidats à la reprise d'entreprise chez Transacoi. C'est qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos motivations pour reprendre une entreprise? Comment est-ce que vous souhaitez vous impliquer? Est-ce que c'est comme actionnaire passif ou investisseur? Est-ce que vous souhaitez être véritablement un dirigeant opérationnel? Donc c'est comment est-ce que vous voyez votre rôle par rapport à cette reprise d'entreprise? Par rapport aussi à ça, quels sont vos objectifs financiers? Est-ce que vous envisagez de gagner de l'argent rapidement ou uniquement sous forme de dividendes? Donc forcément, en fonction de ces critères-là, vous allez pouvoir vous intéresser à tel ou tel type d'entreprise. Donc bien définir vos motivations,
Quels sont aussi vos domaines de compétences et quelle est votre expérience? Ça va vous permettre de cibler, d'accord? Ou au contraire, quelles sont vos lacunes éventuellement? Est-ce que vous souhaitez y aller seul ou à plusieurs? Si vous souhaitez y aller à plusieurs, quels sont les apports de vos futurs associés? Ça peut être des apports en cash, hein, en espèces, financiers, mais ça peut être aussi des apports en compétences. Donc pourquoi pas? Mais ça suppose, en tout état de cause, quand on se pose la question de savoir bah, si on souhaite s'associer, pourquoi on va s'associer avec un tel ou un tel? Et puis là, c'est juste une expérience personnelle, mais moi, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux éviter de s'associer uniquement par amitié. On voit encore quelquefois des gens qui viennent nous voir en disant non, non, mais c'est mon pote d'enfance, donc je vais racheter une boîte et puis il va venir avec moi. Concrètement, moi, je pars plutôt du principe par expérience qu'il vaut mieux quand même que chaque associé apporte quelque chose, que ça soit des sous, un réseau, des compétences, peu importe, mais en tout cas que chaque associé apporte quelque chose. Dans la préparation du projet, un autre point important évidemment, c'est quelles sont les valeurs qui vous semblent les plus importantes. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vendre des armes? Est-ce que vous êtes prêt à vendre de la drogue ou même de la malbouffe, peu importe. Donc, quels sont les secteurs d'activité qui vous intéressent, sur lesquels vous êtes à l'aise? Euh, et là aussi, si vous souhaitez vous associer, est-ce que vous partagez les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que vos futurs associés? Euh, Là encore, on peut partir d'un principe, le seul moment où on est à peu près tous d'accord, c'est avant de s'associer. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut tous dire, être très transparent sur la stratégie de chacun, sur les valeurs de chacun, sur les objectifs de chacun, parce qu'évidemment, si on ne fait pas ce travail au départ, ça va être un peu plus compliqué quand la situation de l'entreprise risque d'être un petit peu tendue. Et puis évidemment, une autre question, le rôle de votre entourage, est-ce que vous êtes soutenu ou pas? Voilà, ça peut être des questions à se poser, parce qu'on sait très bien que ça soit la création ou la reprise d'une entreprise, ça va nécessiter de l'investissement en temps, et donc il vaut mieux être soutenu par rapport à ça. Donc tous ces ingrédients vont vous aider à cibler l'entreprise à rechercher sur le secteur d'activité, sur la taille, donc en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs, l'organisation, pourquoi pas la santé financière de l'entreprise, c'est des éléments qui vont être importants. Le deuxième point qui va être important pour le repreneur, identifier et analyser les opportunités de reprise. Donc évidemment, on va se trouver confronté à une difficulté. Il faut trouver l'entreprise qui vous correspond. Alors, où est-ce qu'on peut la chercher? À La Réunion, schématiquement, vous avez des acteurs publics, hein, tels que la Chambre de commerce. Au niveau national, dans les acteurs publics, vous avez aussi la BPI qui a une bourse de cession d'entreprise avec quelques entreprises à La Réunion. Vous avez des plateformes nationales comme Session PME, Place des commerces, Le Bon Coin. Les professionnels de l'entreprise, je pense aux experts comptables, aux avocats, aux mandataires liquidateurs, pourquoi pas. Et puis évidemment, il y a des intermédiaires comme nous ou d'autres qui peuvent vous donner un coup de main. Euh, En tout état de cause, ça veut dire qu'il va falloir bien faire ce travail de préparation pour ensuite aller chercher la bonne cible, entre guillemets. Une fois que vous avez identifié la cible, évidemment, un des points importants et un des défis, c'est de l'évaluer. Donc, évidemment, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, mais pour moi, c'est important, la nécessité de faire évaluer l'entreprise par un expert indépendant. Donc, on va éviter de prendre la seule évaluation de l'expert comptable du vendeur. Encore une fois, hein, c'est comme si vous aviez pour projet d'acheter une maison. Si vous prenez uniquement la valorisation qui a été faite par le notaire de la famille depuis 20 ans, on peut supposer que ça sera peut-être pas forcément complètement objectif. Donc, là aussi, tant qu'à faire, autant faire appel à un expert indépendant pour valoriser l'entreprise. Ensuite, bah, il va falloir fouiller, hein, l'entreprise. Donc, ce qu'on appelle l'audit d'acquisition, les due diligence. Donc là, ça veut dire qu'on va aller remuer tout ce qui se passe dans l'entreprise, tout ce qu'il y a sous les tapis pour voir véritablement quels sont les atouts et les risques de l'entreprise. Et évidemment, vous l'avez compris, si on fait l'acquisition des titres, il va falloir fouiller encore beaucoup plus que si on fait uniquement l'acquisition du fonds de commerce. Cinquième point, négocier le prix et les termes de la transaction. On revient à un point qu'on a évoqué tout à l'heure.
il y a une différence potentielle entre la valeur et le prix. Ça va être une question d'offre et de demande, évidemment, hein. La valeur, c'est ce qui a été déterminé par l'expert, entre guillemets. Et puis le prix, c'est ce que vous êtes prêt à payer vous et ce que le cédant est prêt à consentir. Alors, ce prix définitif, il va dépendre aussi d'autres facteurs, hein. L'accompagnement post-reprise par le cédant, c'est évidemment des points significatifs à regarder. Est-ce que le cédant va vous laisser tomber le lendemain de la vente ou au contraire, est-ce que il va être prêt à vous accompagner pendant un certain temps et dans quelles conditions, hein, est-ce qu'il va être payé ou pas? Dans les critères qui vont rentrer en ligne de compte, on en a parlé tout à l'heure, mais l'existence et la portée de la garantie d'actifs et de passifs. euh, la garantie d'actifs et de passifs est vraiment à géométrie variable. Donc évidemment, plus elle va être engageante pour le cédant, plus potentiellement il va vous demander en revanche de payer un prix important sur son entreprise. L'inverse est vrai. Et puis enfin, les modalités et le paiement du prix. On pense toujours évidemment à un paiement cash. Ceci dit, c'est pas automatique. Il peut y avoir une partie du prix de l'entreprise qui est payée lors de la signature. On peut supposer aussi des systèmes de crédit vendeur. Donc, comme leur nom l'indique, ça veut dire que c'est le vendeur qui vous consent à vous, repreneur, un crédit avec ou sans intérêt sur une durée plus ou moins longue. Donc ça peut permettre en effet de solliciter un peu moins la banque. Et en tant que repreneur, l'intérêt aussi, c'est peut-être d'avoir un crédit non seulement peut-être avec des meilleures conditions, mais aussi d'avoir cette garantie que le cédant ne va pas vous laisser tomber, puisque quelque part, il est quand même largement intéressé au fait que vous puissiez pérenniser l'entreprise puisqu'il n'est pas encore totalement payé. Euh, et puis, on peut parler aussi alors de quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les sessions, des clauses d'earn-out, ce qu'on appelle en français des compléments de prix. C'est-à-dire que quand on n'est pas totalement d'accord avec le cédant, donc avec le vendeur, sur le prix de la session, bah, on va couper la poire en deux et puis on va dire, OK, bah, vous en voulez 600, 600, je trouve que c'est un peu cher, je vous en propose 550 et les 50 000 restants sont soumis à certains indicateurs de rentabilité, de développement de l'entreprise. Et donc concrètement, encore une fois, ça va être versé si l'entreprise atteint ses objectifs. Donc évidemment, il faut être très prudent sur la rédaction des clauses d'earn-out, qu'on soit côté acquéreur ou côté vendeur, mais ça peut être là aussi un système intéressant pour lier le vendeur qui va vous accompagner pendant un certain temps, puisqu'on comprend bien qu'il a intérêt à ce que l'entreprise puisse se développer, être le plus rentable possible s'il veut toucher ce complément de prix. Donc tous ces ingrédients-là, encore une fois, sont interdépendants et vont déterminer le prix auquel on va pouvoir euh, établir la transaction de l'entreprise. Sixième défi à relever, à notre sens, préparer le plan de reprise. Donc là, on va partir sur la partie juridique, hein, le montage juridique. Est-ce qu'il faut créer une personne morale ou pas? Si on achète un fonds de commerce, c'est indispensable. Si on achète une personne physique, pardon, si on achète des titres, c'est pas forcément indispensable, mais c'est fréquent en effet. Les projections financières, les perspectives d'exploitation, le plan de financement. Donc encore une fois, là, c'est commencer à travailler sur bah, comment on va reprendre cette entreprise d'un point de vue juridique, comment on va s'organiser pour essayer d'être aussi peut-être le moins impacté possible, prendre le moins de risques possible sur son patrimoine personnel et à la fois avoir le maximum de chances pour que la reprise d'entreprise soit financée et soit finançable aussi. En septième point, bah, on arrive à la bonne nouvelle. On va conclure la vente, donc ce qu'on appelle le closing est célébré. Alors, est-ce que c'est un défi à relever? Oui, quand même, parce que je pense que c'est pour tous les acquéreurs, c'est un moment à célébrer, c'est un moment important. Mais encore une fois, c'est pas la fin. Ensuite, il faut gérer la transition. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Gérer la transition vis-à-vis des collaborateurs, mais aussi des clients et des fournisseurs. Là aussi, on va prendre un exemple. Si lorsque vous reprenez une entreprise, vous voyez que dans l'équipe, il y a des gens que vous n'avez pas forcément envie de garder, c'est pas forcément le meilleur moment, au moment de la reprise, de se séparer ou de proposer des ruptures conventionnelles. Quelquefois, il vaut mieux attendre un petit peu, quelques mois, déjà pour prendre un petit peu de recul, parce que votre point de vue aura peut-être changé d'ici quelques mois, et puis aussi pour ne pas prendre le risque de désorganiser l'entreprise lors de la reprise.
Donc il vaut mieux attendre un petit peu. Et puis ensuite, se détacher de la vision du cédant. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an, peu importe, mais on a vraiment cette phase-là, on le voit hein, au niveau des reprises d'entreprise. Dans un premier temps, on a souvent des repreneurs qui ont tendance à continuer un petit peu dans les rails qui ont été établis par le cédant. Et puis au bout d'un moment, il faut s'en détacher pour pouvoir apporter sa propre vision et développer des nouvelles activités, développer des nouveaux marchés, une nouvelle stratégie, communiquer différemment, enfin bref, pouvoir apporter sa propre vision. Donc voilà un petit peu les défis à relever d'une manière générale pour un, pour un repreneur d'entreprise. Et c'est déjà pas mal. Alors, on va terminer par quelques petites recommandations. Euh, Préparez votre projet et soyez prêt à être patient. On le dit souvent, mais je le redis quand même, j'insiste, reprenez une entreprise, c'est long. C'est long à la fois pour le vendeur, c'est long à la fois pour l'acquéreur. Minimum 6 mois, un an fréquemment, voire un peu plus. Donc pour le vivre, nous, fréquemment avec nos clients, bah, souvent le cédant, une fois qu'il a pris la décision de vendre et qu'il a trouvé un acquéreur, il aimerait bien que ça se termine. Et à l'inverse, on a des acquéreurs en face qui nous disent, bah, c'est bon, maintenant je sais que je vais y aller, je suis pressé de prendre les rênes. Bah non, ça prend du temps. Entre le plan de reprise, entre la partie juridique, bref, toutes ces phases-là vont prendre du temps. Donc ça suppose d'être patient. Ça peut être un process, encore une fois, assez long et pénible pour tout le monde. Une autre recommandation peut-être, investissez ou investissez-vous dans une activité, une entreprise qui vous correspond. Acheter une entreprise, ben, c'est une aventure, c'est souvent un projet de vie. Donc ça veut dire que c'est important, en tout cas à mon sens, d'investir dans un secteur d'activité, dans un projet qui nous intéresse vraiment, et ne pas le faire que pour gagner de l'argent, d'accord? C'est souvent un piège, ceux qui créent de l'entreprise ou qui reprennent des entreprises uniquement pour être riche, entre guillemets, c'est peut-être pas la bonne solution. Il faut vraiment le faire pour autre chose. Un troisième point, engagez-vous avec des associés qui partagent vos valeurs et votre vision. J'ai déjà insisté là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment un critère primordial. On est parti pour une aventure qui va durer quelques années, donc tant qu'à faire, s'assurer que les gens avec qui on va y aller, on est à peu près en phase, en tout cas au démarrage. Sachez vous entourer de professionnels, de dirigeants, de conseils tout au long du process. La solitude du chef d'entreprise ou du repreneur, encore une fois, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Donc ça veut dire qu'on a forcément besoin, que ça soit pendant le process de reprise et même après, d'être entouré, de pouvoir se challenger, de pouvoir échanger sur ses difficultés. Et c'est notamment le cas pendant ce process de reprise. Et puis enfin, écoutez votre entourage, mais pas trop. C'est toute la difficulté. Vous allez avoir un entourage autour de vous, soit qui va juger que tout ce que vous entreprenez, c'est bien, mais pas forcément très critique. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens qui vont avoir tendance à penser que c'est très risqué d'investir 50, 100 000 euros de votre épargne, de toute l'épargne que vous avez amassée pendant quelques années. Tout ça pour une entreprise sur laquelle on n'a pas de certitude. Donc, il faut savoir écouter son entourage, mais à la fois, il y a des moments, il faut savoir aussi s'affranchir et puis y aller. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai largement dépassé le temps qu'on m'avait confié. Donc, je vais laisser Camille reprendre la parole. Voilà, Camille, à toi. Merci. Merci Pierre pour ta présentation qui était riche en informations. Nous allons maintenant passer à la phase questions-réponses et on a une première question qui demande: peut-on acheter seulement une fraction des parts d'une entreprise en crédit vendeur? Bien sûr. Oui, oui, tout est possible. Alors, je vais répondre déjà d'une manière générale. On peut tout faire. Il y a vraiment, on peut quasiment tout faire. Acheter une partie de l'entreprise, il y a pas de problème. Vous pouvez faire racheter une partie des parts par le cédant, comme vous pouvez faire racheter aussi une partie des parts par l'entreprise elle-même. Donc encore une fois, en fonction de la stratégie des cédants, en fonction de la qualité de la structure financière, toutes les options sont possibles. Donc il faut vraiment partir du principe que à partir du moment où vous imaginez quelque chose, il doit y avoir un montage juridique pour le faire et pas forcément très tordu. Donc oui, on peut vraiment tout faire. OK, et du coup, il y a une autre question aussi qui demande, quel est l'apport personnel minimal constaté sur la réunion?
Quel est l'apport personnel? Je sais pas. Alors, si on va quand même partir de grandes lignes. En règle générale, c'est vrai qu'on parle de 20 à 25%. À 30%, évidemment, les banquiers sont très contents. À moins de 20%, ils font un petit peu la grimace. Mais encore une fois, et j'en profite pour refaire un petit clin d'œil à Initiative Réunion, qui propose des prêts d'honneur. Donc, je rappelle le principe, c'est des prêts qui sont sans intérêt, qui sont versés aux porteurs de projet. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qui va venir conforter l'apport personnel du porteur de projet. Et ce prêt peut aller jusqu'à 40 000 euros. Donc ça veut dire que ça peut quand même conforter considérablement l'apport personnel du porteur de projet. Donc c'est à considérer dans l'apport. Euh, et puis, dernier facteur qui va rentrer en ligne de compte, évidemment, la capacité de l'entreprise que vous reprenez à dégager de la rentabilité, tout simplement pour remonter des dividendes. Donc là, je parle surtout d'acquisition de titres, à remonter des dividendes pour rembourser l'emprunt. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, plus vous allez reprendre une entreprise rentable à un prix faible, plus cette entreprise va permettre de dégager du cash qui va vous permettre de mettre moins d'apport au départ. Voilà. Euh, donc, s'il fallait donner un chiffre, allez, on va dire qu'à moins de 10%, y compris les dispositifs que vous pouvez avoir en soutien, évidemment, ça va être compliqué. Mais quoique, encore une fois, il faut imaginer. Il y a Nicolas aussi, Nicolas Jeannette, qui est là ce matin, qui représente la franchise Crédit Pro à La Réunion. Donc il y a une bonne connaissance des banques qui pourrait nous le confirmer, mais je pense qu'on se reverra un autre jour pour aller plus loin sur cette partie-là. Donc je dirais, allez, en moyenne, si on a 20 à 25%, on est bien. Voilà. Je vois une autre question. Est-ce que pour le rachat de parts sociales, on doit nécessairement créer une holding de rachat? Pas nécessairement, tout va dépendre du montant. Mais c'est plus une question d'endettement personnel. Schématiquement, si on rachète les parts d'une entreprise pour un montant qui est relativement faible, on peut très bien le faire en direct. Sauf qu'on va rapidement être embêté pour des questions d'endettement. Et donc, c'est souvent pas la bonne solution. Donc, généralement, oui, il vaut mieux créer une holding de rachat avec un système de LBO. Ça va rassurer tout le monde. J'ai reçu une petite question, Pierre, qui demande quel serait le rôle de Transacoi? Vous êtes à solliciter côté vendeur ou acheteur? Alors, on est à solliciter vendeur, acheteur. Non, non, alors concrètement, nous, on est un petit peu là où on nous demande d'être, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent vendre leur entreprise. Donc, on va valoriser l'entreprise. Ensuite, on va la proposer à des acquéreurs potentiels qu'on a soit dans notre portefeuille, soit des gens qui peuvent être d'ailleurs présents au webinaire aujourd'hui. Et donc, concrètement, on va accompagner le vendeur, l'acheteur ou les deux. Alors encore une fois, ça peut paraître choquant, mais sur des TPE, PME, on a souvent des acquéreurs dont c'est la première acquisition et qui nous confient à la fois la partie plan de reprise, qui nous demandent de les accompagner sur la totalité de la transaction. Donc on peut nous solliciter encore une fois des deux côtés. On peut imaginer aussi, hein, on l'a quelquefois, de repreneurs qui viennent nous voir en nous disant, voilà, j'ai trouvé une entreprise. Donc, c'est pas Transacoi qui l'a trouvé, mais j'ai trouvé une entreprise, elle m'intéresse. Par contre, je ne sais pas du tout comment m'y prendre, je ne sais pas combien ça vaut. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc voilà. Donc ça, on sait le faire aussi, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, de mon côté, j'ai pas d'autres questions. Non. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser là ou sinon, je vais vous mettre nos coordonnées aussi dans le chat. Vous pouvez nous envoyer vos questions aussi par mail ou en appelant Pierre tout simplement. Donc oui, évidemment, on est à votre disposition pour vous donner un peu plus d'informations. Nous avons prévu aussi de faire d'autres webinaires, pour être très clair. Donc, on va vous demander quels sont les thèmes qui pourraient vous intéresser. Mais Camille va vous faire parvenir tout ce qu'il faut pour ça. Mais l'idée, en effet, c'est qu'on puisse continuer et puis lors de prochaines fois, comme je le disais tout à l'heure, peut-être aussi
proposer à certains de nos partenaires d'intervenir. Alors, on a une autre question là que je viens de voir. Est-il possible de racheter un petit commerce sans y être impliqué au quotidien? Euh, oui, c'est possible. C'est possible. Encore une fois, on peut avoir un commerce qui, quand vous le rachetez, on a eu un cas il y a quelques mois, en effet, d'un commerce qui était à vendre. L'acquéreur l'a pris plus pour un investissement qu'autre chose. C'est-à-dire que concrètement, le commerce fonctionne, il y a déjà un responsable de boutique, il n'avait pas forcément envie d'être impliqué au quotidien. Donc le but du jeu pour lui, c'est de faire un investissement. Et c'est de dire en effet, bah, j'investis dans ce commerce-là. Je laisse, entre guillemets, le commerce tourner tel qu'il tourne. Je vais apporter quelques modifications en termes de stratégie, enfin peu importe de moyens. Et puis en revanche, si tout se passe bien un jour, ça aura pris de la valeur et je pourrais peut-être le revendre de manière plus intéressante. J'aurais fait un bon investissement rentable. Alors, c'est précisé dans la question, coiffure ou boutique? Oui, oui, bien sûr. Encore une fois, sur des boutiques, on l'a vu. Là, je vous parlais tout à l'heure, c'était une boutique qui était dans le domaine de l'alimentaire, où le repreneur n'avait pas vocation à aller travailler dedans tous les jours. Donc, après, on a forcément cette contrainte de se dire, euh, il est peu fréquent, mais encore une fois, tout peut arriver, hein, mais il est peu fréquent qu'un petit commerce ait la capacité à la fois à rémunérer le personnel qui travaille dedans, plus un investisseur, en tout cas de manière, on va dire, confortable. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, il faut évidemment bien étudier la rentabilité, la situation financière de l'entreprise, et par rapport à l'apport que vous allez faire dedans, en effet, de vous dire, est-ce que cet investissement-là, est-ce que je peux attendre lors de la revente ou qu'est-ce que je peux espérer au fur et à mesure. Donc, c'est pas magique non plus, mais c'est possible, tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais vous citer un exemple qu'on a vécu l'année dernière de quelqu'un qui était venu nous voir pour racheter un petit commerce. Prix de cession à peu près 150 000 euros. Il avait un peu plus que les deux tiers de l'apport, donc il avait de quoi faire. Sauf que c'était quelqu'un, en revanche, qui souhaitait pas du tout s'impliquer dans l'entreprise. Et puis quand il est venu nous voir, en effet, il nous a dit, bah voilà. Donc on lui a fait la présentation. Il nous a dit, moi je veux acheter enfin je veux acheter. Je suis intéressé par telle entreprise. On lui a fait la présentation. On s'est rapidement rendu compte que c'était pas du tout ce qui lui convenait en termes d'activité, en termes de profil d'entreprise. Donc on lui a proposé une autre entreprise, en l'occurrence dont le coût était nettement plus important que la première. Mais en revanche, ça lui a permis de faire l'acquisition d'une entreprise sur laquelle aujourd'hui il est investisseur passif. Donc clairement, il a dépensé un peu plus de sous que prévu, et encore, au final, on est allé solliciter la banque. Mais aujourd'hui, il est actionnaire à 100%, d'accord, d'une entreprise qui tourne toute seule, entre guillemets, dans laquelle il n'est pas impliqué au quotidien. Donc, il est venu pour quelque chose, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le schéma, et nous, on l'a réorienté, et au final, aujourd'hui, il est satisfait de l'acquisition qu'il a faite, hein. Et encore une fois, avec un objectif, là, c'est de faire un investissement. Donc, il espère bien que dans 7 ans, quand on va se terminer le crédit de la banque, euh, il va pouvoir revendre plus cher que ce qu'il a mis au départ. Il n'y a pas de raison. Et du coup, on a une autre question. Ça Ah, demande, et cette médiation est rémunérée sur commission, sur prestation, aux frais de qui? nos prestations? Non. Et cette médiation, enfin le Ah, d'accord, cette nous médiation, sommes oui, dans tout à fait, donc l'intermédiaire. Alors, concrètement, nous, notre modèle économique, il est assez simple. Nous sommes rémunérés sur des dossiers d'évaluation quand quelqu'un nous demande d'évaluer une entreprise. Donc là, c'est un dossier, c'est des frais fixes. Et ensuite, si on accompagne quelqu'un, par exemple, un- quelqu'un qui viendrait nous voir en nous disant, ben voilà, j'ai repéré une entreprise, mais j'aimerais bien que vous m'accompagniez sur le rachat de cette entreprise pendant 3 ou 4 mois. Nous allons lui proposer une prestation, en effet. Donc, c'est un abonnement mensuel pendant une durée qu'on aura déterminée ensemble. Et puis, troisième cas de figure, soit on a une entreprise à vendre. euh, et donc, nous, on va chercher des acquéreurs. Et là, en revanche, nous sommes rémunérés uniquement à la commission en cas de succès de l'opération. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en effet, où on accepte de prendre un mandat de recherche d'acquéreurs, nous allons chercher des acquéreurs dans notre base ou en externe et on va les accompagner, on va sélectionner, on va passer du temps en effet avec les candidats à la reprise pendant quelques mois. Et quand l'opération va se déboucler, on va toucher, si tout se passe bien, une commission
sur la vente à la charge de l'acquéreur. Voilà. Alors, concrètement, hein, on a déjà eu des cas aussi de vendeurs qui nous disent: «Ah ben, moi, je veux bien prendre une partie de la commission». Ça change rien concrètement, puisque ça veut dire qu'ils l'intègrent aussi dans leur prix de départ. Donc, au final, c'est pas bien grave. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, tu as On est répondu bon? à la question. Oui, C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Eh ben, merci à toi, écoutez, Grégory, de ta présence. quelles sont les sources pour trouver une entreprise cédante? Une dernière question, je ne sais pas si c'est la dernière. Quelles sont les sources pour trouver une entreprise précédente? Bah, comme je le disais tout à l'heure, à La Réunion, le marché est pas en effet super organisé. Donc, vous avez des intermédiaires, on va les citer, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez Procom, qui est essentiellement spécialisé sur des commerces, qui est à Saint-Leu. Donc, c'est une franchise. Donc, encore une fois, ils sont de mèche, entre guillemets, avec Session PME. Vous avez ensuite, je vais essayer de pas en oublier, je vais essayer de pas oublier nos concurrents quand même, Koicha Corporate, donc qui est une des branches, comme son nom l'indique, du groupe Koicha. Vous avez aussi donc eux qui ont quelques entreprises à vendre. Vous avez ensuite un nouvel entrant sur le marché depuis quelques mois qui s'appelle JHP Transac. Là aussi, comme son nom l'indique, qui travaille avec le groupe JHP, qui est un groupe d'experts comptables. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Après, vous avez quelques consultants indépendants qui font un peu de transactions. Il me semble que j'en ai oublié un. Camille ou Priscilla, si vous avez, parce que c'est pas volontaire, donc je ne sais pas qui j'aurais pu oublier. Après, vous avez voilà, des consultants indépendants qui font un peu de transactions. Et puis nous, on a en effet quelques entreprises à vendre. On en a régulièrement en étude. Euh, et à la fois, on ne l'a pas expliqué parce que ce n'était pas l'objectif, mais notre stratégie n'est pas non plus d'avoir un catalogue de 20 ou 50 entreprises à vendre, mais plutôt d'essayer de sélectionner des entreprises sur lesquelles on sait qu'il y a des potentiels de cession et on sait qu'on va pouvoir accompagner des repreneurs dans de bonnes conditions. Donc nous aussi, nous avons quelques entreprises à vendre et vous avez la possibilité de nous demander, on peut éventuellement même rechercher pour vous. Alors c'est vrai que voilà, c'est aussi un de nos objectifs, c'est d'une part d'avoir des entreprises à vendre, mais c'est aussi de rechercher pour votre compte des entreprises en fonction des critères que vous allez nous donner et d'un entretien qu'on aura ensemble, c'est de se dire en effet, bah, vous cherchez une entreprise qui est dans le domaine du service, moins de 20 salariés, telle tranche de prix, pourquoi pas. Ça, on est capable d'aller chercher aussi. Et puis les experts comptables, oui, tout à fait. Alors les experts comptables un petit peu, les avocats aussi parfois, mais encore une fois, ils le font par rapport à leurs clients. C'est-à-dire que on imagine bien que un client d'un expert comptable bah, va dire à son expert comptable, tiens, je veux vendre mon entreprise. Même si, pour être très clair, nous avons quelques experts comptables qui travaillent avec nous. Pour la petite histoire, on a vu en ce début de semaine un client d'un expert comptable qui est allé voir son expert comptable en lui disant, bah, tiens, voilà, il est temps que je prenne ma retraite, j'aimerais bien vendre ma boîte. Et son expert comptable lui a dit, bah, il faut faire valoriser d'abord, va voir Transacoi. Et Transacoi, bah, si vous êtes d'accord, ils vont te proposer un mandat de recherche d'acquéreur. Et c'est parti. Et donc, on a rencontré le client et voilà. Alors, une autre J'ai question. Ouais, une autre oui, question. Une vas-y. personne en micro-entreprise ou auto-entrepreneur, est-ce que s'il veut vendre son activité, est-ce que cela est considéré comme une vente de fonds de commerce vu qu'il n'a pas de bilan comptable? Non, c'est toute la difficulté en effet. Ça, c'est des cas vraiment très particuliers. Ouais, 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 c'est un des risques en effet hein, de l'auto-entreprise. C'est compliqué. C'est pour ça que, alors moi, sur le régime de la micro-entreprise et de l'auto-entreprise, même d'une manière générale, je suis assez mitigé là-dessus. Pour moi, c'est vraiment une solution d'attente quand on monte un petit business. Et puis, dès que ça prend de l'ampleur, il faut créer une société avec. En tout cas, il faut le développer. Parce qu'en effet, on a cette notion en effet d'absence de bilan comptable qui pose problème. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah, Non. écoutez, tac, 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 ça va bientôt faire 1 heure. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas, bah, moi j'ai été ravi. Merci pour toutes vos questions. Donc on va vous faire un petit retour. Oui, Et puis de toute façon, comme vous l'a dit tout à l'heure sur le chat, Camille, donc le webinaire bah, on vous enverra le webinaire. Voilà. oui, en replay. De toute En façon, on vous replay, ouais, c'est enverra ça, je toutes les cherche le mot. informations par Je cherche le mail, mot. exact. Merci à tous. Merci à Bonne vous. journée et à très bientôt pour certains. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.